Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Plaisir de vous retrouver dans ce 10e live de chez Kana. Bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Nous sommes réunis aujourd'hui effectivement pour une très belle soirée autour du signe du Shoujo. On vous voit déjà dans le chat, vous êtes d'ores et déjà d'attaque. Ça, c'est clair et net. J'espère que vous allez bien. On va passer, comme je vous ai dit, une très belle soirée ensemble. Beaucoup de discussions autour du shoujo en général, comment le shoujo est arrivé du côté de chez Kana, tout ce qui a été impliqué autour. Également, 2 annonces seront faites au cours de l'émission. Sur ce point-là, ne vous inquiétez pas, elles tomberont bel et bien. Mais maintenant, il est l'heure de parler un petit peu de nos invités qui sont avec nous. On va commencer par Chloé de Complément Shoujo. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va, ça fait plaisir d'être ici. Très heureux de t'avoir avec nous. Je voulais te poser une petite question du coup en préambule. Toi, donc, quand est-ce que tu as commencé le shoujo? Alors, j'ai lu mon premier shoujo en CM2, c'était Fruit Basket. Et j'ai lu 2-3 petits shoujo au collège, mais j'assumais pas forcément parce que c'était pas toujours très bien vu de lire des livres roses. Et du coup, j'ai mis un petit peu ça de côté, je me suis concentrée sur le shonen et j'y suis revenue un peu plus tard, fin lycée, début fac, et depuis, voilà quoi. Tu lis encore autre chose un petit peu ou Ah tu oui, bien es sûr, vraiment, bien sûr. Tu lis tout? Je lis quand même plus de shoujo parce que forcément, pour ma chaîne, je suis obligée un peu de le tenir au courant, etc. Mais il y a toujours des auteurs, par exemple, dans l'autre sens, Matsumoto. Matsumoto que j'aime beaucoup, enfin voilà, j'essaye de lire d'autres choses, mais c'est vrai que voilà, shoujo avant tout quoi. Très bien, merci beaucoup. Et évidemment, le retour de Yuki, notre très chère éditrice. Comment ça va? Ça va bien. Très content de te revoir, ça faisait un petit bout qu'on ne s'était pas vu en live, donc très content de te retrouver pour ce soir. Toi, tu es tombée dans le shoujo comment du coup, Yuki? Comment je suis tombée dans le shoujo? Alors, ma maman, à un moment, je ne sais plus vraiment à quel âge, elle s'est dit « tu es en âge de lire des mangas ». Donc elle a été chercher dans un magazine un classement de mangas. Okay. Et elle a demandé à une amie qui habitait au Japon « envoie-moi les 5 premiers là qui sont dans le classement ». Sauf que c'était un magazine pour adultes en fait. Et donc j'ai commencé par des josei. Ok, d'accord. Ah oui, effectivement, oui. Voilà. Tu avais quel âge? Je sais plus, je crois que j'avais 13-14 ans, même moins. Bon, ça va. Moins, peut-être 12 ans. Ouais, voilà. 12 ans, c'est vrai, ça commence à être un peu limite. Voilà. Bon, et donc, voilà, et là-dedans, elle avait été chercher quand même un titre vintage que je ne sais pas où elle avait trouvé. J'ai accroché à ce titre vintage. J'avoue, je ne me souviens plus du titre. Et à partir de là, j'ai commencé à lire du manga, mais un peu de tout. Donc, pas forcément que du shoujo. Et c'est seulement quand je suis arrivée donc quelques années après, j'étais à l'école japonaise. Et à côté de l'école japonaise, il y avait une librairie qui importait des livres en japonais. Et donc là, je me suis abonnée au Nakayoshi. Donc le magazine shoujo, tranche d'âge basse de Kodansha, où il y avait Sailor Moon notamment, et puis après Card Captor Sakura. Bien sûr. Voilà. Et parallèlement, je lisais aussi le Ribbon, qui est celui de Shueisha. Et là, à l'époque, je ne sais plus ce que c'était comme série en cours à ce moment-là. Kodocha peut-être, Kodomonomocha. Voilà, ce genre de choses. En gros, tu es tombée à travers toutes ces séries qui étaient portées sur les magazines. Et là, j'ai été très longtemps Nakayoshi. Et puis, à partir de là, je suis passée à des magazines un peu plus âgés. Et voilà, c'est... très bien. Parfait. Maintenant, après ce petit préambule, nous allons pouvoir donc du coup passer un petit peu sur l'explication de ce qui va se passer ce soir. On vous l'a dit, donc discussion vraiment très générale autour du shoujo et de ce que le shoujo représente aussi chez Kana, c'est important d'en parler. Et ensuite, on va également aborder un petit peu donc du coup tout ce qui est back catalogue du côté de chez Kana pour justement reparler un peu de séries de shoujo qui ont besoin d'être mises en lumière. Ça nous fera bien évidemment du bien et ce sera aussi peut-être l'occasion pour certains et certaines de découvrir des titres que vous ne saviez pas qu'ils étaient chez Kana, parce qu'il y en a des fois on se rend même pas compte qu'il y a encore des titres et ça reste toujours un petit plaisir de faire des petites découvertes.
Au fur et à mesure évidemment de l'émission, vous le savez, il y aura toujours des petits cadeaux. Vous aurez notamment 5 shikishi de Jardin Secret, 10 shikishi de... pardon, excusez-moi, j'arrive à lire sur mon truc, de @Eli, et ensuite plein de petits goodies, notamment de Bloom Into You. Vous pourrez retrouver ça dans le chat dans quelques instants, bien sûr. On va donc du coup démarrer le premier sujet. On va donc du coup parler de l'arrivée du shoujo chez Kana, puisque c'est en 2001 que le label Kana Shoujo démarre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Yuki? Alors, petite précision, le label ne s'appelle pas Kana Shoujo. C'est le Kana Rose. Ah oui, d'accord. Ah oui. Alors, je me suis dit, c'était peut-être mieux de dire shoujo, mais du coup, Kana Rose. Ah oui, c'est ça. Et c'est vrai que, pour rappeler un peu l'historique, Kana était un des premiers à arriver sur le marché du manga en France. Ouais. Et donc, à l'époque, les gens, ils ne connaissaient pas le manga, donc il fallait forcément créer des cases où on pouvait ranger les séries. Et donc c'est pour ça qu'à l'époque, c'est vrai qu'aux libraires, aux lecteurs, on expliquait ça c'est le shoujo, ça c'est le shonen, ça c'est le seinen. Et c'est vrai que du coup, c'est resté dans l'esprit des gens que le Kana Rose c'était Kana Shoujo. Mais dans les faits, ça ne porte pas de nom. D'accord, très bien. Voilà. Oui. En fait, c'est juste que vous avez estampillé comme ça, au moins c'est très bien. Et donc Kana a commencé par publier des shonen, et puis on a suivi avec le seinen, et puis comme on a vu qu'un public de plus en plus large commençait à lire le manga, on s'est dit, tiens, on va proposer des shoujo. Et donc on a commencé avec le premier titre, Basara, en 2001, qu'on n'a malheureusement plus au catalogue. Voilà. Et voilà, on a lancé la collection Rose Kana Shoujo avec ce titre, et on a continué assez rapidement en fait. Alors, j'ai un trou de mémoire. Les titres suivants. La Rose de Versailles, voilà. La Rose de Versailles, Mirumo et Paradise Kiss. Tout à fait, tout à fait. Et donc assez rapidement, on a élargi le catalogue. Et explorer divers sujets finalement, parce que c'est assez varié, ces titres. Et donc on a vu qu'il y avait un public intéressé par ces séries au Japon créées pour un lectorat féminin. Et donc depuis, on a sorti plus de 54 titres. Pour être précis. Ce qui est quand même assez conséquent, mine de rien. En comptant ceux qui sont sortis du catalogue depuis. Voilà, donc ça c'est la totalité de ce qu'on a lancé. Aujourd'hui, il reste encore 42 titres dans le catalogue qui sont disponibles, que vous ne trouvez peut-être pas forcément en magasin, mais qui sont toujours imprimés et donc commandables. Donc quand tu ne le vois pas en magasin, tu peux le commander, c'est encore disponible. Tout à fait. Alors soit directement au libraire, soit sur les sites de vente. Voilà. Et tout ça depuis 2001. Donc en fait, quand on calcule, ça fait plus ou moins 2 séries par an qu'on lance, 2 nouvelles séries par an, 2,5 en moyenne. Voilà, et on a maintenu ce rythme constant. Et puis, d'année en année, on a vu apparaître certaines autrices qui plaisaient plus que d'autres, qu'on a continué à suivre, notamment Yosaki Saka, qui est devenue notre grande favorite, mais pas que, parce qu'on a publié plusieurs séries de Hinako Ashara, par exemple, ou... j'ai un trou tout d'un coup. Tout va bien, ne t'inquiète pas, Yuki. Chika Omino, voilà, qu'on a continué à publier, même si elle est plus dans le catalogue shoujo. Mais voilà, il y a des autrices comme ça qui sont devenues des références et des piliers pour votre label. Oui, tout à fait. Alors, du coup, évidemment, tu as parlé un petit peu donc, de public qui a été trouvé, qui était de plus en plus au rendez-vous. Est-ce que c'est encore une tendance qui est très visible aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une évolution, justement, on pense un petit peu à l'évolution qu'a eu le manga sur les dernières années? Est-ce que ça se répercute également sur le shoujo? Oui, parce qu'en fait, très longtemps, en fait, ce qui a fait qu'aujourd'hui, le shoujo est comment dire, catalogué avec certaines étiquettes, c'est parce que pendant tout un moment, il y avait un public assez restreint de lectrices de shoujo.
Et donc du côté des éditeurs aussi, on proposait certains types de shoujo qui avaient tendance à prendre, à faire mouche. Et du coup, on a créé une espèce de stéréotype de shoujo en quelque part, nous, en restant coincés dans ces autoroutes. Oui, parce que c'était quelque chose qui vendait, donc du coup, vous avez continué sur cette Voilà, et donc ça, les romances lycéennes, lycéennes, oui, collégiennes ou lycéennes, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même très régulièrement. Voilà, ça a été le shoujo typique qu'on proposait au lectorat francophone, sauf qu'avec le boom du manga et du manga en règle générale, il y a un élargissement du public. Tout à fait. Et aussi dernièrement, avec cette idée de décloisonnement des genres, qui se fait au Japon aussi. Bien sûr. Où il y a de plus en plus de magazines qui sont non genrés, donc qui ne sont pas estampillés shonen ou shoujo. Ils sont vraiment hybrides et il y a des titres qui visent plein de publics différents dans un même magazine. Et donc forcément, il commence à avoir des shoujo à tendance shonen, des shoujo aventures, des shoujo historiques, des shoujo fantastiques, historiques, ça a toujours existé. Ouais. Mais c'est vrai qu'on en a vu très peu chez nous, parce que les quelques-uns qui ont été tentés à l'époque n'ont pas très bien fonctionné. Sauf La Rose de Versailles, du coup, parce que ça a été Sauf La Rose de Versailles. Par les Oscars, le dessin animé. Voilà, il y avait le dessin animé sur le Club Dorothée et puis les rediffusions derrière. En plus, c'est la Révolution française, donc il y avait plus d'intérêt par rapport à la thématique, je pense. Mais voilà, il y a quelques exceptions comme ça au Fruit Basket où il y a le côté fantastique dedans, ou tout un moment le boom de Yuki Kaori avec ses shoujo fantastiques et assez noirs. Et Clamp, évidemment. Bien sûr, évidemment. La référence du shoujo fantastique d'aventure. Mais hors de ces auteurs emblématiques, on ne proposait pas trop ce genre de titres. Ouais. Mais récemment, il y a de plus en plus de demandes de titres autres que des romances lycéennes tranches de vie. Et ça, on l'entend. Et de toute façon, on voit... Par exemple, des titres qui ne sont pas catalogués shoujo, mais par exemple Le Carnet de l'apothicaire ou Frieren, qui s'adressent à un public très mixte, en fait, qui n'est pas stéréotypé shonen ou shoujo. On voit qu'il y a beaucoup de lecteurs de tous les genres qui vont lire ces titres-là. Et donc, les shoujo qui sont un peu proches de ces titres-là, il y en a plein, en fait. Ouais. Et donc, surtout aujourd'hui, en fait. Mais en fait, même dans ce qui a été créé jusqu'à présent au Japon, il y a tout un panel qu'on n'a pas encore vu. Voilà, qu'on n'a pas encore exploré. Et donc voilà, on se dit qu'il y a moyen de proposer des choses un peu différentes à l'avenir dans les titres shoujo. Du coup, toi Chloé, je suis curieux, mais tu vois comment, toi justement, l'évolution du marché avec le manga qui a explosé? Et est-ce que toi justement, parce que à travers ta chaîne YouTube, j'imagine que tu as quand même vu aussi cette hausse arriver. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti aussi? En fait, en tant que lectrice de shoujo, j'ai ressenti le besoin déjà de juste en parler et je me suis rendu compte que j'étais pas seule parce que pendant longtemps, je lisais des shoujo dans mon coin. Comme je le disais, j'avais pas forcément... j'avais un peu honte en fait. Oui, tu l'annonçais pas au grand jour que regardez, je lis des shoujo. Déjà, lire des mangas, c'était un peu honteux. Donc, lire des shoujo, vraiment, c'était le fond du panier, quoi. Donc vraiment, pendant longtemps, en fait, j'en parlais juste pas. Et il y a un moment où j'ai franchi ce cap et j'ai d'abord eu un compte Instagram où je partageais juste mes avis et puis après ma chaîne YouTube. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas seule du tout et qu'il y avait plein de personnes qui, petit à petit, se rassemblaient autour du shoujo et qui avaient envie de créer des choses autour, d'en parler. Et donc oui, clairement, j'ai l'impression qu'il y a... j'ai vraiment l'impression qu'on est un peu dans un moment charnière où en fait... il y a plein de nouvelles lectrices qui arrivent qui ont envie de lire de nouveaux shoujo. Enfin, il se passe plein de choses autour de cette cible et du coup, vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment un moment crucial, en tout cas, dans l'histoire du shoujo en France. C'est pas pour rien qu'on voit notamment Libérer les shoujo, ce genre de choses-là qui a pop sur les 2 dernières années. C'est pas un hasard, ça répond clairement à une demande, à une envie et ça fait aussi écho, je pense, à des questions un petit peu féministes, de représentation qui sont tout à fait pertinentes et que je partage. Oui, que tu mets beaucoup en valeur, évidemment, à travers tes vidéos et autres. En tout cas, en vrai, je trouve ça intéressant de voir comment, toi aussi, en tant que créateur de créatrice de contenu, tu ressens justement cette évolution-là. Parce que nous, c'est un truc qui nous impacte, même aussi nous, en tant qu'influenceurs autour de ce milieu-là. En fait, on s'en rend même pas forcément compte, mais c'est quelque chose qu'on a
qu'on a vu, enfin moi que j'ai vu émerger sur les 4 dernières années, où je me suis dit, attends, mais si aujourd'hui il y a tellement de monde qu'en fait on peut parler de tout. Là où effectivement tu reprenais ce qu'on disait, vu qu'on est du même âge, quand on était au collège-lycée, il y avait un côté où c'était très bizarre de parler de manga, même avec des gens qui sont pas forcément très sensibles à ça. C'était un autre délire. Là maintenant, je trouve ça trop cool, tu vois, de pouvoir parler de tout sans se faire juger ou ce genre de choses-là. Tu vas pouvoir discuter et ça, j'avoue que c'est un gros kiff aujourd'hui. Enfin moi, des fois quand j'arrivais dans des discussions et que je parlais de la Rose de Versailles, je peux t'assurer qu'il y en avait certains, ils me regardaient en mode c'est-à-dire frère, tu regardes pas autre chose et moi j'étais en mode non mais vous vous rendez pas compte, C'est trop bien. la Rose de Versailles c'est incroyable quoi. Donc non, en vrai je trouve ça assez fou. Et du coup, moi, évidemment, c'est aussi à travers Kana que je me suis rendu compte de tout ça, qu'il y avait une sacrée évolution au niveau du shoujo. Vous avez aussi tenté d'autres choses, avec notamment la collection Big Kana Shoujo. Oui. Avec notamment un manga que j'adore, Le Pavillon des Hommes. Qui a eu un animé d'ailleurs. Ouais, récemment, c'est tout frais. Qui était pas mauvais d'ailleurs. Je l'ai pas vu, mais le manga en lui-même est génial. Enfin, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Ah, mais j'ai adoré. Adoré. Je pèse mes mots en disant que c'est un chef-d'œuvre. Ah non, vraiment, j'ai halluciné sur la lecture, sur le visionnage. Et je me suis du coup d'ailleurs acheté les 5 premiers volumes derrière. Donc c'est que ça a bien marché, Tu vas les engloutir. Oui. Ouais, mais je me fais pas de problème. Déjà, quand je vois comment j'ai annihilé l'animé, je pense que les mangas, on va très vite lire tout ça. Mais du coup, je suis très curieux. Quelle était la motivation quand vous avez donc du coup pas dupliqué, mais enrichi cette collection shoujo avec un autre label en plus? Du coup, comme à ce moment-là, chez Kana, il y avait le shonen, le big Kana et le shoujo, et qu'on voyait que, voilà, au Japon, il existait des titres qui étaient destinés à un public un peu plus âgé que les shoujo qu'on a cités tout à l'heure. À l'époque, Yves Schlierf, le fondateur de Kana, et Christelle, qui travaillait avec elle et qui est toujours notre DG, ils ont pensé que ce serait intéressant de proposer des titres pour un public plus âgé. Mais pour pouvoir toucher ce public plus âgé, ils se sont dit que c'était peut-être une bonne idée de mettre ces titres-là dans la collection Big. Ok. Voilà. Mais tout en identifiant que c'était pour un lectorat féminin. Et c'est pour ça qu'ils ont ils ont essayé ce Big Kana Shoujo avec le Big Kana et le Kana en rose. Alors malheureusement, ça n'a pas pris parce que à cette époque-là, les libraires, ils ne savaient pas où mettre ces titres. Oui, ok. Parce que les mettre à côté des Big, ils se sont demandé si c'était la meilleure des idées, mais en même temps, c'était plus grand que les shoujo classiques, donc ça n'allait pas dans le rayonnage. Et du coup, et ils ne savaient pas qui orienter vers ces titres-là non plus. Et donc, il y a eu un peu de tâtonnement du côté du public et des libraires qui proposaient ces titres. Et donc, on a rapidement abandonné l'idée de continuer Big Kana Shoujo. Et je pense que c'est plus ou moins à cette époque-là que les autres éditeurs aussi ont tenté des titres un peu plus public, plus âgés, comme Marie Okazaki ou Moyoko Anno, ce type d'autrice. Mais chez eux aussi, malheureusement, ça n'a pas très bien pris. Et rétrospectivement, la réflexion de Christelle, c'est que c'était sans doute un peu trop tôt. Ouais. Le marché n'était pas encore assez mûr que pour... et le lectorat aussi n'était pas encore arrivé à l'âge de s'intéresser à ces titres plus matures et plus âgés qui traitent de sujets plus graves. Tu considères aujourd'hui le lectorat plus mature pour ce genre de choses-là? Ah oui, tout à fait, parce qu'en fait, pourquoi on a lancé Big Kana Life? C'était la question suivante. Voilà, c'est parce qu'on a eu ce constat-là. Il y avait de plus en plus de stagiaires qui venaient chez nous, qui nous disaient je lisais des mangas, des shoujo quand j'étais au collège, peut-être au lycée, mais je me suis éloignée du shoujo et récemment, en lisant Iosaki Saka, je me suis dit qu'en fait c'était peut-être bien et je suis revenue au et tu t'es manga. replongée dedans, quoi. Enfin voilà, il y en avait plusieurs qui disaient ça. Et on s'est dit, tiens,
et pourquoi. On a un peu interviewé ces lectrices et on s'est rendu compte que souvent l'argument qui revenait c'était oui mais les histoires finalement je me retrouvais plus dedans parce que j'avais plus l'âge des personnages dans la série et les préoccupations des personnages me passaient au-dessus de la tête, enfin, c'était déjà du passé pour moi. Et me replonger dedans, je kiffais pas ça. Bon, après, tu lis beaucoup de choses aussi, hein. Faut pas... bon, c'est normal que des fois, il y ait des trucs qui partent un peu, quoi, mais... Non, mais les lectrices, enfin, tu vois, les stagiaires, c'est ce qu'elles nous disaient. Et là, on s'est dit, ah, mais en fait, ce serait peut-être intéressant de proposer des séries qui permettraient le passage du shoujo au seinen, à autre chose. Et c'est comme ça qu'on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de lancer Big Kana Life avec des titres qui parlent de romance, mais pas que. Et en plus des romances soit de gens qui sont à la fac, soit de gens qui sont déjà dans la vie active, pour pouvoir toucher un public qui a lu du shoujo, mais qui s'en est lassé et qui voudrait autre chose, d'autres thématiques, des choses qui les touchent à leur âge. Et voilà. Et c'est vrai que du coup, par exemple, les titres comme Le Pavillon des Hommes, Kamakura Diary, qui ont été des Big Kana shoujo, ou Après la pluie qu'on a mis en seinen, ou encore Otaku Otaku, idéalement, on aimerait bien les rapatrier dans Life. Bien sûr. Parce que voilà, c'est vraiment ces titres-là qu'on aimerait bien proposer à des lectrices qui ont grandi et qui veulent lire autre chose que... Alors, du coup, petite question qui n'est pas ajoutée, mais... Qu'est-ce que ça change de changer de collection un manga? Comment est-ce que tu le revends derrière? Est-ce que ça augmente le prix? Parce que vous êtes tiré dans un nouveau format ou autre? Ça, j'avoue, je suis un peu curieux sur ce sujet-là. Ouais, ça, c'est une question qui revient régulièrement parce que, notamment avec Life, on s'est posé la question, mais aussi il y a ce décloisonnement des genres au Japon que j'ai dit tout à l'heure, qui nous fait poser la question souvent de ce logo rose. Est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce qu'il faudrait qu'on change pour attirer un autre public vers le shoujo? Parce qu'il y a beaucoup de shoujo qui peuvent être lus par des garçons et qui sont intéressants pour les garçons. Et pourtant, voilà, à cause du logo rose ou des couvertures roses, ils ne viennent pas vers ces titres. Et la question se pose, mais alors c'est très... C'est une grosse machine en fait, si on veut changer un logo. Parce que déjà, tous les bouquins comme nous, tous les titres qu'on a encore au catalogue, on les réimprime. Dès qu'il n'y a plus beaucoup de stock, on réimprime et on maintient toujours un stock disponible pour tous les titres qui sont au catalogue. Ben, ça veut dire, s'il y a un titre qu'on veut mettre dans une autre collection et donc changer le logo, ça veut dire pilonner tout le stock qui est disponible pour réimprimer et remettre en magasin. Donc c'est du gâchis de papier, c'est beaucoup d'argent, de temps aussi. Et puis on a vu aussi avec certains autres éditeurs que le délire des couvertures et autres, c'était pas forcément le meilleur des choix. Et donc en fait, en gros, le choix qu'eux ils ont fait, c'est de ne pas pilonner, d'attendre que le stock précédent disparaisse pour proposer le nouveau logo. Mais si on commence à faire ça, on se retrouve avec le même problème que ce fameux éditeur dont on ne citera pas le nom, ce qu'on ne veut pas provoquer évidemment. Et donc voilà, c'est difficile, c'est une grosse machine. Et donc je salue tous les éditeurs qui ont eu le cran de faire des modifications de charte graphique parce que je ne sais pas comment ils sont organisés. Très honnêtement. On sait qu'en plus c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Enfin, moi je sais que je suis le premier à être trigger quand je vois un changement sur le truc, t'es là en mode c'est pas pareil. Donc là ma collection elle est pas, c'est pas la même chose quoi. Donc en vrai je peux comprendre aussi, mine de rien, je comprends un petit peu. Puis surtout je me demande si plutôt que d'essayer de changer ce logo qui est finalement minuscule sur la couverture, ce serait pas peut-être plus intéressant d'éduquer en fait le lectorat en leur disant que finalement ces deux pauvres centimètres roses, mais ça malheureusement tu connais les réseaux. Oui, non, mais bien sûr. Enfin mais bon, ce que je on va veux pas dire, se mentir c'est que ça doit aussi passer par là, quoi. Je pense que maintenant le rose est arrivé dans la mode masculine. Ah bah clairement, mais pas qu'un peu en plus. Hein. Moi j'en porte assez régulièrement. Il n'y a pas de honte d'avoir du rose sur son bouquin, quoi. Si on a sur son t-shirt ou sur sa chemise, pourquoi sur le bouquin c'est... Surtout qu'en plus le logo Kana est hyper discret. Enfin, c'est vraiment pas le plus visible quoi des logos roses. Oui, non, clairement pas. On en a un sous les yeux. Non, vraiment, il est pas non plus
beaucoup de clients, hein, on va pas se mentir. Par contre, la problématique des couvertures qui sont roses, là, ça dépend pas de nous, Ah évidemment. bah là c'est littéralement, Ça, vous n'êtes pas responsable de ce genre de choses-là. Non, Donc. c'est les Japonais. J'ai remarqué que récemment, c'est Kodansha qui a tendance à mettre du rose partout sur les tomes et on se dit, mais allez, arrêtez. Mais voilà. Alors attention, hein, on nous dit évidemment, pour ne pas simplement arrêter d'utiliser les cibles éditoriales, mine de rien, en fait, c'est... Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui reste très compliqué à déconstruire complètement, parce que c'est tellement implanté dans les librairies qu'on a ou ce genre de choses-là, retrouver un rayonnement, comment tu ranges tes trucs, comment tu reclasses tout. Les gars, quand vraiment, aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de titres sur le marché, je sais vraiment pas comment tu te réorganises véritablement du jour au lendemain sur ce genre de sujet-là. Et puis aussi, on peut juste revendiquer le fait Bien de sûr. lire du shoujo, quoi. Enfin, c'est plutôt que d'essayer de lisser les cibles éditoriales, dire bon bah voilà. S'affirmer, c'est important dans la vie. Bah c'est très bien, il n'y a pas de souci à en lire. Ces 2 pauvres centimètres de rose n'entacheront pas vos réputations, ça devrait bien se passer. Et voilà quoi. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, justement. Maintenant, on va parler d'une autre aventure que vous avez fait avec Kana, puisque vous nous avez proposé Nana notamment en néerlandais. Et oui, parce que Kana, on est un éditeur belge, d'origine belge, et donc on s'est dit à un moment, mais en fait, il n'y a pas que des francophones en Belgique. Et donc, ce serait intéressant de proposer les mangas dans la langue, dans cette deuxième langue nationale qui est le néerlandais. Hop, j'essaie de vous montrer un petit peu. Donc voilà, tout est en néerlandais à l'intérieur. Vous pouvez. Ouais, par contre, les pages d'explication en néerlandais, je te jure que c'est quelque chose. Hein. T'as l'impression que c'est un livre de cuisine. Hein. J'adore. Incroyable. Et donc, on a tenté l'expérience de proposer les titres en néerlandais. Et évidemment, comme on était le seul éditeur qui faisait ça, on a pu proposer des titres qui étaient chez des concurrents pour la version française. Ouais. Ah oui, d'accord, oui, parce que du coup, c'est pas le même marché, donc voilà. Pas les mêmes droits. Voilà, exactement. Les droits étaient libres pour le néerlandais. Et mais malheureusement, là aussi, ça n'a pas duré très longtemps, parce que, en fait, les néerlandophones, surtout les néerlandophones de Belgique, ils ont l'habitude de consommer la culture en anglais. Ah oui, ok. Parce que comme c'est une langue qui n'est pas parlée dans beaucoup de pays du monde, il y a très peu de choses qui sont faites pour traduire, doubler en néerlandais. Et donc les films, les séries qui viennent des pays étrangers, ils les voient en sous-titrés. Donc ils ont tout ce qui vient des États-Unis, c'est anglais sous-titré néerlandais. Et donc en fait, leur réflexe pour les bouquins, c'est d'aller chercher en anglais. Ouais. Et du coup, il y avait très peu de personnes qui achetaient en néerlandais. Et encore une fois, l'éducation d'un marché, tout ça, c'est compliqué de casser les codes, de casser les habitudes. Je comprends. En vrai, c'est ultra intéressant de voir que même sur ce genre de pan-là, quand tu te dis que c'est quand même la langue maternelle de certains et que ça préfère consommer une autre langue, je trouve ça assez ouf quand même de voir ce genre de choses-là. Maintenant, on va passer à vos coups de cœur, mes très chers invités, puisque je suis très curieux d'avoir vos coups de cœur. Et là, on parle de shoujo pré-2015. Je sais que c'est compliqué pour toi, Chloé. Tu vas y arriver. Tu veux que ce soit Yuki qui commence parce que je sais. Est-ce que tu en as, Yuki, déjà en tête ou pas? Oui, j'espère que c'est pas le même. On commence par Yuki, comme ça on te laisse un peu plus de temps pour réfléchir. Non, mais je crois que je le cite à la moindre occasion, mais le sablier. Ouais, très bien. Dire. Pardon. Évidemment. Mais j'approuve. Pardon. Ou tu veux que je parle de Cat Street? Non, pas de souci, le sablier, ça va. Parce que c'est les 2 titres que j'arrête pas de sortir à chaque fois. Mais oui. Pourquoi ces 2 titres-là? Pourquoi ces 2 titres-là? Parce que justement, je trouve que ce sont des titres qui vont vers des thématiques qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de lire. Peut-être le sablier a des choses qui sont proches de Nana dans ce que ça raconte, puisque on suit la vie
de l'héroïne depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte. Et toutes les difficultés qu'elle traverse au niveau sentimental depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et c'est vraiment une des rares séries qui fait ça, en shoujo en plus. Parce que même en shonen, c'est Dragon Ball qui l'a fait. Et après, allons-y pour citer d'autres titres. Et donc, et puis, ça traite vraiment de sujets très très durs. Ouais. Qui commence par le suicide de la maman et donc la peur de l'abandon et du coup les séquelles affectives que ça crée derrière et du coup les conséquences que ça peut avoir dans la relation amoureuse derrière à l'adolescence. Enfin, même dans la vie. Et même dans la vie en général, avec les relations avec les autres, la difficulté d'établir une relation de confiance avec les autres. Voilà, c'est tout ça qui est traité, mais de façon très, très subtile, très juste. Et parfois, du coup, c'est vraiment dur de lire certains tomes de... Il faut en fait avoir un impact, c'est important voilà. aussi. Et donc, c'est un des titres qui m'a marqué parce qu'il y a tout ça. Ouais. Voilà. Sablier, puis Cat Street, c'est la même chose. C'est aussi une fille qui a été sacrément amochée par la vie et qui doit essayer de se reconstruire grâce à des personnes qu'elle rencontre dans un milieu un peu particulier, qui est une école... comment on dit ça en français une école libre qui ne suit pas un cursus établi par le gouvernement. Les écoles Montessori, dans ce style-là. Dans ce style-là. Ouais, je vois très bien. Voilà. Okay. Et donc, qui se reconstruit à travers les rencontres qu'elle fait dans cette école. Et qui, du coup, les autres enfants aussi, ils ont un parcours compliqué. Et donc, voilà, c'est... Allez, j'ai toujours aimé les shoujo où il n'y a pas que la romance, pas le côté... Juste le côté eau de rose et romance et les étoiles dans les yeux et les papillons dans le ventre. Avec un petit plus à côté qui fait qu'il y a un récit consistant à suivre. Ouais, un côté, moi c'est ce qui m'a fait aussi adorer La Rose de Versailles, c'est ce côté très dur que tu peux avoir, que tu ressens très vite dans le manga, d'ailleurs même dès les premières pages, puisque c'est une femme qui se retrouve à devoir subir une condition d'homme, donc déjà tu sens qu'il y a tout de suite quelque chose qui est brimé ou ce genre de choses-là, et c'est vrai que ça rajoute tout de suite quelque chose de plus dramatique et de consistant, on est d'accord là-dessus. Chloé, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir? Moi, j'ai choisi, mais c'est pas facile. Toujours compliqué. Du coup, je vais partir sur Kamakura Diary parce qu'en fait, c'est vraiment un titre. J'entends beaucoup parler de Banana Fish et c'est un très bon titre aussi, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que Kamakura Diary, qui est pourtant un des mangas de la même autrice, n'est pas forcément mis en avant, alors que c'est franchement brillant. Ouais. C'est pour le coup encore une fois un titre où la romance n'est pas forcément le cœur du sujet. On a vraiment cette relation entre sœurs qui est au cœur de l'histoire et on va suivre l'évolution de cette petite fille qui doit surmonter finalement un deuil et c'est vraiment un titre que j'ai juste adoré. En plus c'est en 9 tomes si je dis pas de bêtises, donc c'est vraiment pas un investissement énorme mais c'est hyper touchant, c'est bien écrit, c'est fin. C'est plein de sororité, c'est franchement un titre que j'adore et que je recommande surtout pour les fans de Banana Fish qui sont pourtant nombreux. Ah bah clairement oui. Donc non, il faut lire Kamakura Diary. Donc, très bien, très bon titre à mettre en avant. C'était un petit peu dans les titres dont on allait un peu discuter, notamment sur le bas de catalogue qu'il faut remettre en avant et autres. Je trouve que c'est très bon choix. Maintenant, ma très chère Yuki, on va te poser un peu une question là pour le coup statistique. Quels sont les shonen qui marchent le plus chez Kana? Les shoujo les shoujo, pardon. Excusez-moi, j'ai le shonen dans le chat et du coup, je snap. Ouais, quels sont les shoujo les plus vendus? Je me doute qu'il y a forcément Nana dans le tas, mais j'avoue que je suis assez curieux de voir un petit peu comment le marché a évolué et si justement ça suit par exemple un peu les nouvelles tendances avec notamment Yosaki Saka ou ce genre de choses-là qui arrivent. En fait, chez Kana, ça a toujours été Yosaki Saka, je crois. La best-selleuse dans le shoujo. Mais on a eu par exemple des succès comme Ateli justement ou encore Au-delà de l'apparence qui ont très bien pris ou c'est techniquement pas un shoujo mais Bloom Into You. Très bien.
Voilà, donc ce genre de série qui fonctionne bien. Alors, du coup, qui ne sortent pas du hodo, comme on dit en japonais, allez, du classique shoujo, parce que Io Sakusaka, elle a toujours fait de la romance lycéenne, tranche de vie, mais elle le fait tellement bien, que voilà, ça fonctionne à chaque fois, notamment la dernière série Sakura Saku a démarré de fou, parce que par ailleurs, pendant le Covid et puis après, il y a eu un engouement pour Blue Spring Ride. Et donc, ça a augmenté la notoriété de l'autrice. Et forcément, quand on a sorti la nouvelle série, c'était... évidemment. C'était le top. Moi, perso, ma série préférée de Io Sakusaka, ça reste Strawberry Edge. Donc, Ah oui, mais moi j'adore Strawberry Edge aussi. Moi, je relis au moins une fois par an Strawberry Edge. Et même quand je relis Blue Spring Ride, je me dis non, mais je préfère Strawberry Edge. Donc voilà, c'est sans doute parce que j'ai commencé par ça. Et il y a sûrement un sentiment de nostalgie, mais moi c'est vrai que Strawberry Edge aussi, ça reste le premier truc que j'ai lu de Yosaki Saka, donc j'avoue, je suis assez attaché aussi. Et quand je dis succès, Blue Spring Ride, on en est à... C'est jamais descendu en dessous de 1000 exemplaires par an, par tome, sur toute la série. Ce qui est conséquent du coup. Et avec le boom, ça a passé la barre de 2000 parfois. Donc c'est vraiment un gros... Pour le shoujo, on ne se rend pas compte, mais ça reste des statistiques qui sont très bonnes, mine de rien. Exactement, c'est exceptionnel même. Et donc c'est vraiment une... Quand je dis best-seller, c'est vraiment un best-seller. Oui, bien sûr. Voilà. En vrai, je serais curieux. J'aurais bien aimé voir notamment des petits graphiques. C'est vrai que j'essaierais de trouver ça pour Mangasure ou autre, parce que j'aimerais vraiment voir un petit peu l'évolution en graphique de vente pure des shoujo. Tu sais, on a des répertoires aujourd'hui, on peut voir un petit peu ce qu'un public a vendu sur une année haute. Du coup, je serais très curieux de les trouver. J'essaierai de les trouver un jour pour une future émission autour du shoujo. Oui, ça pourrait être intéressant, effectivement. Donc du coup, tu nous as évidemment Yosaki Saka. Tu as des titres quand même autres qui font un petit peu vendre. Est-ce que par exemple le Pavillon des Hommes, notamment avec l'animé, est-ce qu'il y a eu peut-être un regain un petit peu d'énergie sur la série Alors regain d'intérêt critique, mais les ventes pas trop. Non, on n'a pas senti d'effet. De façon générale, les adaptations animées jusqu'à présent de shoujo, on n'a pas vu de grand impact, surtout parce que les plateformes ne se jettent pas dessus non plus. Donc malheureusement, voilà, c'est... Et souvent, les shoujo jusqu'à présent, ils ont eu tendance à faire des adaptations live plutôt. Oui, bien sûr. C'est juste récemment qu'ils ont commencé à faire des animés, à part les grands hits. À part Sawako. Sawako qui revient 1000 ans plus tard, d'un coup avec une saison 2, on y croit. Non, mais à part les Fruit Basket ou encore Nana, à l'époque ça coulait de source, ou 4 J'arrive jamais à le dire. Nous sommes là pour tester. Sinon, dis juste... c'est Sakura et on comprendra comme ça t'évite. À chaque fois je m'emmène les pinceaux. Mais même au Japon, donc c'est des gros hits qui sont adaptés en animé. Voilà, les autres titres, c'est plus en live, alors qu'on a l'impression que le live coûterait plus cher. Visiblement pas, parce qu'ils ont tendance à faire plus des lives que des animés. Et donc je me suis perdue par rapport à la question. Oui, donc j'ai cité tout à l'heure des titres comme Au-delà de l'apparence, où de nouveau, on sent que les titres qui ont un sujet plus profond à côté de la romance a tendance à mieux fonctionner. Parce que même Blue Spring Ride, en fait, dans les faits, il y a cette histoire Enfin, il y a plusieurs éléments dans Blue Spring Ride qui sont développés à côté de la romance pure. Et donc, ouais, voilà, chez Kana, on a toujours eu tendance à aller chercher des titres qui n'étaient pas simplement juste de la romance. De la romance, oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure vis-à-vis, ne serait-ce que Big Kana Life ou autre, c'est totalement en lien. Et même par rapport à ça, ouais, au-delà de l'apparence, je pense que c'était le côté poursuite du rêve, confronté à la réalité, qui a sans doute plu. Enfin, en tout cas, c'est
et ce qu'on en fait. Oui, bah ça ou Ateli pour le côté geek qui est mis en avant et les réseaux sociaux qui étaient très actuels aussi à ce moment-là. Et surtout maintenant plus fort que jamais en plus de ça. C'était la période de l'essor de Instagram, donc forcément ça parlait. Évidemment. Alors messieurs, dames, on arrive donc du coup sur la fin du premier sujet. Nous allons avoir cette fois-ci un premier tirage au sort qui va arriver dans le chat concernant les 5 Shikishi de Jardin Secret que Yuki va vous montrer dans quelques instants. Vous pouvez donc participer dans le chat. Je laisse Nathan tirer au sort les 5 heureux ou heureuses gagnants et gagnantes. N'hésitez pas, Nathan vous mettra dans le chat normalement le mot qu'il faudra taper. Comme ça, vous aurez toujours un petit truc sympa qui revient de votre côté. Mais maintenant que nous passons le tirage au sort, il va être l'heure évidemment de faire la première annonce de ce soir. Puisque vous le savez, il y a donc 2 annonces dédiées au shoujo aujourd'hui. Et nous en avons une première qui est juste ici. Attention, nous avons les 5 volumes ici. Les 6 volumes. Et il s'agit évidemment de L'Enfant en moi, messieurs, dames. Donc ça, c'est la version japonaise, Yuki, on est d'accord. Est-ce que tu peux nous parler quelque peu de cette série et de pourquoi vous avez choisi L'Enfant en toi? Alors, pour ceux qui sont... en moi, pardon, d'ailleurs. Enfant en moi, pardon. Pour ceux qui sont observateurs, Mamoru Aoi, on l'a déjà publié chez Kana, avec le titre Lovely Friendzone. Et donc, on aimait déjà beaucoup l'autrice. Mais en parallèle de Lovely Friendzone, elle a commencé cette série Anoko no Kodomo, L'Enfant en moi pour le titre français. Et très naturellement, on s'est intéressé à la série. On a vu l'approche qu'elle avait choisie. On s'est dit qu'il fallait le proposer en français. C'était absolument nécessaire de notre point de vue. Et donc, on s'est précipité pour faire une offre sur ce titre assez exceptionnel, je trouve. Puisque, pour ceux qui ne connaissent pas encore le titre dans le chat, Anoko no Kodomo, ça parle d'un sujet très rarement abordé en manga, qui est la grossesse adolescente. Donc, les protagonistes ont 16 ans. Ouais. Ils se connaissent depuis l'enfance et ça fait un moment qu'ils sortent ensemble. Et à 16 ans, quand on sort avec quelqu'un, il se passe des choses, n'est-ce pas? Sauf que un jour, il y a le préservatif qui craque. Ils se disent zut. Et, pour l'instant, tout va bien, sauf qu'évidemment, sauf que quelques semaines plus tard, l'héroïne commence à se sentir mal. Elle se dit il y a un truc bizarre. Est-ce que elle va chercher le test de grossesse et paf, c'est positif. Et du coup, on aborde toutes les choses à laquelles ils vont être confrontés. Bien sûr. Par rapport à cette réalité, les choix qu'ils vont devoir faire, les possibilités qui se présentent à eux, et puis la réaction de l'entourage par rapport à ce genre de situation, lesquelles peuvent être, comment faire face. Et puis même juste les questionnements d'un adolescent sur ce genre de sujet, ça doit être tellement elle-même, comment gérer, impressionnant, quoi. Voilà, comment gérer ça, son compagnon aussi, son copain, comment il gère. Et alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que... Tiens, tu sais quoi, donne-moi les autres volumes, je vais montrer un peu les covers des 5... Et ce qui est vraiment intéressant avec cette série, c'est que l'autrice a décidé d'écrire cette série parce qu'elle s'est rendue compte en tombant enceinte que les adolescents, les filles japonaises avaient très très peu d'éducation sexuelle et donc de connaissances par rapport à la sexualité et la grossesse. Et elle voulait créer un outil qui permettait aux adolescents d'avoir des notions et des connaissances par rapport à ces sujets-là. Et donc, elle fait vraiment un travail de documentation sur cette série. Elle interroge les spécialistes, les gynécologues, les professeurs, les conseillers. Celle-là, elle est incroyable. Oui, elles sont magnifiques. Elle est magnifique, vraiment. Elles sont toutes très belles. En vrai,
tu sens vraiment l'émotion à travers ça. Voilà. C'est incroyable. Et donc vraiment, elle est impliquée dans le côté pédagogique de cette œuvre, et on le sent vraiment parce que dans la façon dont elle aborde les sujets, les différents points de vue, angles de vue qu'il peut avoir autour de cette situation d'une ado de 16 ans qui est enceinte, vraiment elle explore tout le panel de réactions, tout le panel de choix qui se présentent à elle, les choses qu'on va dire et pas dire à l'ado, les questionnements qu'ont les principaux concernés. Elle le fait vraiment sans jugement, vraiment pour donner un max d'infos. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une dimension d'éducation potentielle pour les adolescentes japonaises, quoi. En fait, là où on se rend pas forcément compte, c'est qu'effectivement en France, même si c'est pas non plus quelque chose qui est gigantesquement mis en avant, je trouve, l'éducation sexuelle, notamment à l'âge de l'adolescence, au Japon c'est encore pire. Donc, clairement. C'est vraiment ce genre de titre-là, c'est ultra important en vrai aujourd'hui. Ouais. Toi, tu le connaissais évidemment, j'imagine, ce titre. Alors, j'ai beaucoup aimé Lovely Friendzone, du coup j'étais très curieuse de découvrir ce titre. J'ai lu le tome 1 là, juste avant pour préparer le live. Et en fait, j'ai été hyper émue du début à la fin parce qu'en fait, je pense qu'en tant que femme, c'est forcément un sujet qui nous touche, adolescente ou pas en fait. C'est des thématiques qui sont hyper sensibles, hyper tabous, et elle touche ça avec beaucoup de délicatesse. Elle touche vraiment au sensible, et c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un titre que je recommande vraiment. Et ce qui est bluffant, c'est que par rapport à Lovely Friendzone, c'est deux mondes complètement différents. Et c'est fou de voir tout le spectre en fait de l'autrice, quoi. Elle est capable de faire un récit hyper pédagogique, hyper touchant, hyper sensible, et un récit qui est toujours très sensible mais qui a ce côté très un peu gag manga, très rigolo. Et en fait vraiment c'est deux facettes qui me font dire que vraiment cette autrice est brillante, quoi. Et vraiment j'ai lu le tome 1, j'étais hyper émue et j'ai juste envie de dévorer la suite, quoi. Ça m'a fait penser un petit peu quand on a parlé à Une touche de bleu. Qui est chez un autre éditeur, mais je trouve qu'il y a ce côté... Je n'ai pas lu celui-ci. Ah. Désolée. C'est pas normal, hein, par contre, que ce soit moi qui ai lu un mot Jojo. Là, c'est... on nage en plein délire, le multivers, c'est réel, messieurs, dames. Ça y est, on a plongé dedans. Non, mais en fait, du coup, ça m'y a un peu pensé, parce que du coup, il y a le côté du coup, traitement de la maladie, la déshumanisation que tu peux avoir à travers ce genre de choses-là. Et on sait que, mine de rien, au Japon, une grossesse adolescente comme ça, c'est quelque chose qui doit être très compliqué. Oui, non, bien sûr, mais... non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'au Japon, c'est compliqué, mais je pense qu'en France, on en parle un petit peu plus, mais c'est encore très, très tabou. Et oui, vraiment, bien sûr. Pour moi, c'est un titre à mettre au CDI, quoi. C'est vraiment le titre qui peut être hyper pédagogique, quoi. C'est ce qu'on va essayer de faire, oui. Et d'ailleurs, à la sortie du tome 1, on va accompagner la sortie avec pas simplement des bouclettes d'extraits, mais un livret avec des informations sur la sexualité et la contraception, ça, c'est cool, ça. En partenariat avec Au Diable Vauvert, qui a une collection qui s'appelle Questions d'ado. Et dans la collection, il y a un volume qui est consacré à la sexualité et la contraception. Et donc, on a été chercher des extraits de cet ouvrage qui est reconnu comme outil pédagogique et qui interroge des spécialistes et tout ça. Donc, c'est pas des infos qu'on a piochées, qu'on a inventées, sorties de nulle part. Donc, vraiment, on suit cette approche de l'autrice pour donner des infos. Pour vraiment accompagner, quoi. Voilà, c'est ça. Jusqu'au bout et finalement contribuer encore un peu plus au rayonnement de l'œuvre. Moi, je trouve ça très cool. Surtout en suivant ce genre d'idées-là et de mise en avant qui sont vraiment importantes, on ne se rend pas compte. Voilà. Et très bien, on va pouvoir donc du coup enchaîner après donc, cette première annonce. On n'a pas du tout de date dédiée encore ou... Si. J'ai pas noté. C'est écrit 12 janvier 2024. Incroyable. Voilà. Visuel, let's go. Et donc ça, du coup, c'est la couverture validée qui est juste sous vos yeux. Donc du coup, vous avez quand même plus ou moins gardé, donc du coup, notamment l'esprit de l'écriture et ce genre de choses-là, bien évidemment. Vous avez donc du coup le prix, c'était 7,10 € si je me trompe pas. 7,10 €. 7,10 €, très bien. Merci beaucoup à la régie qui me met des pouces en l'air. Et ça, c'est beau.
On va pouvoir donc du coup passer au deuxième sujet, puisque maintenant on va parler donc du coup du shoujo chez Kana. Aujourd'hui, on en a un petit peu parlé, notamment avec Yosaki Saka et tout ce qui s'est passé récemment. On a donc du coup eu un rythme un petit peu différent au fur et à mesure du temps. Est-ce que maintenant le shoujo c'est quelque chose que vous voulez vraiment remettre en avant avec des sorties plus régulières pour le futur du shoujo chez Kana? Alors, tout à l'heure, j'ai dit que depuis le début du shoujo chez Kana, on a sorti plus ou moins 2 nouvelles séries par an. Et là, dans le futur immédiat, on va rester sur ce rythme-là. Ok. De nouveautés, enfin de nouveaux titres lancés par an en shoujo. Parce que malgré l'élargissement enfin avec le boom du manga et l'élargissement du lectorat, le shoujo, ça reste quand même un segment minoritaire. Oui. C'est quand même que 5% Malheureusement. de part de marché. Et ça continue à être essentiellement des titres lus par un public féminin uniquement, alors que le shonen, on sait très bien qu'il y a presque la moitié qui est féminin. Enfin, Oui. voilà, il y a tout le monde qui lit. Il y a tout le monde qui lit. Il y a tout le monde qui lit, alors que le shoujo, bah, ça reste quand même majoritairement lectorat féminin qui lit. Et donc, pour un éditeur généraliste comme Kana, ça reste compliqué, enfin, oui, d'augmenter la part du shoujo dans les lancements de l'année, parce que... Mais après, parce que, comme je viens de l'expliquer, ça reste quand même un segment minoritaire, mais qu'on a toujours envie de défendre. Bien sûr. Qu'on a toujours eu envie de défendre et qu'on considère comme important. Et donc, il y aura toujours minimum 2 sorties par an en shoujo. Alors, parfois, avec un live qui s'ajoute, on essaye d'avoir un live par an aussi. Donc oui, donc en fait, du coup, ça ferait 3 sorties, entre guillemets. Voilà. Mais voilà, il peut arriver que s'il y a vraiment un titre qui nous a marqué et qu'on veut absolument sortir, qu'il y en ait 3 dans l'année, voilà, ça peut arriver. Ou qu'une année, un titre qu'on sort soit particulièrement court. Bien sûr. Et que du coup... Oui, donc du coup, vous pouviez sortir derrière qu'un autre titre, voilà. de par le fait que, que la série soit finie, quoi. Voilà, donc dans l'immédiat, on n'a pas prévu d'accélérer la chose, mais voilà, à l'avenir, on se dit aussi, comme je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, d'essayer de proposer des titres qui sont différents aussi, voilà, qui ont des thématiques différentes, voilà, pas juste tranche de vie, lycéen. Oui, ça, on commence à voir un petit peu le pattern dont tu parles. Ouais. Moi, j'ai une petite question pour toi, Chloé. Parce que du coup, je suis quand même curieux. Toi, en tant que consommatrice aujourd'hui, quelles sont potentiellement les pistes d'amélioration pour faire en sorte que, justement, ça fasse plus que 5% du marché? Parce que il faut se rendre compte aussi, mine de rien, qu'il y a un investissement financier, il y a un investissement au niveau de la communication, que tout coûte de l'argent malheureusement, et que typiquement, les opérations type Yosaki Saka ne sont pas quelque chose que tu peux faire classiquement sur un titre qui vient de sortir ou un auteur-autrice que tu ne connais pas forcément sur le marché. Comment toi tu vois justement des pistes d'amélioration? Parce que je suis très curieux d'avoir ton avis en tant que consommatrice. J'en vois plein dans le chat qui ont déjà des idées, mais il faut aussi se rendre compte du marché et de comment tout se passe derrière, quoi. Moi, je pense qu'il y a un premier pas très simple et qui ne demande pas forcément d'investir beaucoup. C'est juste en fait éduquer le lectorat, vraiment essayer de faire des lives pour communiquer, pour parler du shoujo, aussi pas faire que des lives shoujo par exemple, mais inclure le shoujo dans des lives qui sont là pour parler d'autres sujets. Enfin voilà, essayer de faire du shoujo quelque chose qui n'est plus une niche en fait, pas juste un sujet vraiment réservé à quelques personnes, mais un sujet vaste et auquel tout le monde pourrait adhérer. Et aussi, que ce soit du coup un lectorat plutôt masculin, mais aussi un lectorat féminin, parce que je le dis, moi je suis passée par là. En tant que jeune femme, c'était difficile pour moi d'aller vers ces titres-là, parce que j'avais honte, parce que c'était trop connoté féminin, parce que voilà. Donc vraiment, je pense que la première étape à faire, c'est vraiment communiquer, mettre en avant. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, il y a plein de choses à faire. Essayer un petit peu d'éduquer le lectorat sur ces questions-là et de le pousser un petit peu à s'ouvrir et à voir d'autres choses. Je pense que déjà c'est la première étape et puis après forcément des questions d'investissement, forcément essayer de proposer
plus de titres avec plus de communication autour, quoi, mais c'est toujours très compliqué, forcément. Mais petit à petit, je pense qu'on peut aller dans cette direction et progresser au fur et à mesure, et chaque étape est nécessaire. Non, parce qu'en fait, j'entends, tu vois, typiquement tous les gens qui sont dans le chat qui disent « Mais en sortant 2 titres par an, vous pouvez pas faire plus que 5%. » Mais le truc, c'est que mine de rien, il y a aussi une réalité économique, et ça, malheureusement, c'est compliqué d'aujourd'hui de s'en défaire. L'emprise qu'il y a sur le marché à l'heure actuelle, elle est très compliquée. Passer par l'éducation, moi je pense que c'est effectivement la meilleure des choses, et je pense notamment aussi à sensibiliser peut-être un peu plus, par exemple, les libraires. Moi, par exemple, tu vois, quand je vais en librairie ou ce genre de choses-là, il y a un vrai manque de compréhension même de la part des libraires sur certains axes. Je pense, par exemple, quand on avait reçu justement la vendeuse du Renard Doré, qui était ultra intéressante parce que du coup, elle avait tout un knowledge complet sur le shoujo et il y avait une vraie discussion qui pouvait s'engager. Des fois, tu te retrouves dans une librairie de quartier, tu vois le coin shoujo, le book il te regarde, il te fait « je ne connais pas », toi t'es là en ton mode « ah oui d'accord ». Mais même moi, tu vois, par exemple, j'ai une anecdote que je cite très souvent parce qu'elle m'agace beaucoup. J'étais dans une librairie d'une grande ville, une librairie connue en plus, voilà, je ne dirai pas le nom évidemment. Mais, et en fait, j'écoutais un petit peu, il y avait une jeune fille, une petite fille qui devait être fin primaire, début collège, qui demandait un titre à conseiller. Et en fait, c'était un libraire, un homme. Et en fait, il lui a dit, moi, le shoujo, c'est soit Cardcaptor Sakura, soit Orange. Ok. Ouais. Donc, c'est un peu limité, quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même tout un monde entre ces 2 titres. Et surtout, je suis pas sûre que Orange soit le meilleur titre à conseiller à une peut-être pas une petite fille. Et en fait, effectivement, sans vouloir taper sur les libraires, mais je pense que toute la chaîne du livre, que ce soit le lectorat, comme les libraires, comme du côté des éditeurs, tout le monde doit, de son côté, faire un effort, essayer de prendre en considération cette cible et vraiment la traiter au niveau de sa valeur, quoi. Non mais en vrai c'est intéressant et je voulais un peu ton avis quand même là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant de toi, vu que tu as vraiment ton avis de consommatrice, je voulais vraiment avoir un petit peu l'avis là-dessus. Maintenant, on va pouvoir un petit peu passer donc, du coup, sur justement le côté très actuel. C'est quoi vos coups de cœur à vous sur les titres actuels que tu as vraiment envie de mettre en avant, par exemple Moi, alors, il y a Lovely Friendzone dont on vient de parler, qui est vraiment, pour le coup, un coup de cœur très récent. Vraiment, je l'ai découvert cet été. C'est une amie qui me l'a conseillé. J'avoue que j'étais un peu passée à côté du titre à sa sortie. Et en fait, j'ai juste adoré. C'est vraiment hyper frais. C'est une romance, mais avec vraiment ce petit twist, ce petit côté gag manga très, très drôle. Et cette héroïne qui est quand même touchante, cette relation qui évolue. Et enfin, vraiment, j'ai trouvé ça hyper prenant, quoi. C'est vraiment un titre que j'ai adoré. Et alors pour le coup c'est un josei, alors je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais je pense à Entre les lignes. Tu peux, t'inquiète. Entre les lignes, oui, qui est fait la promo d'Entre les lignes. Qui est vraiment un titre, à chaque sortie de tome, je me rue en librairie et en fait j'ai juste besoin de le lire. Encore une fois, c'est ma deuxième recommandation et elle parle aussi de deuil. Hein. Bon désolée pour mais généralement c'est des sujets qui sont touchants et qui t'accrochent. Donc du coup. Et en fait on suit une jeune fille qui vient de perdre ses 2 parents et qui va vivre chez sa tante qui est autrice. Et en fait ces 2 femmes vont essayer de cohabiter ensemble, elles doivent faire, la jeune fille doit faire son deuil et en même temps essayer de s'adapter et c'est vraiment tout un petit monde qui va évoluer autour d'elle avec plein de personnages hyper touchants et en fait c'est vraiment un titre très bien écrit, très fin, qui est touchant, qui est graphiquement hyper efficace, enfin vraiment c'est un de mes titres coup de cœur du moment. C'est un vrai coup de cœur mais ça s'entend d'ailleurs. Oui, non, c'est sûr. Ça fait partie des titres que vraiment j'achète le jour de la sortie quoi, et je fonce en librairie pour le lire. Et c'est un de ces titres qui font réfléchir à la lecture où on se pose la question de à sa place qu'est-ce que j'aurais fait, comment je ressentirais les choses, comment je réagirais aux réactions des personnages qui sont face à ça. Vraiment, je trouve que c'est une œuvre qui interroge le lecteur en permanence et qui demande l'implication du lecteur dans le récit, en fait, pour participer en fait, à cette évolution d'Asa et en miroir de voir comment
soi-même, on pourrait évoluer par rapport parfois les idées reçues qu'on a. Ça nous met parfois face à vos propres démons, généralement. Voilà, ouais, exactement. Donc, en ce sens-là, ça peut être dur comme lecture, mais justement, c'est ça qui est... Je peux t'assurer qu'il y a des mangas, ils te mettent bien devant ta réalité. Ouais, Du voilà. je viens passer un bon moment devant. Et en plus, ce qui est intéressant avec Entre les lignes, c'est que pour le coup, on a plusieurs générations. Donc, pour le coup, ça peut vraiment, je pense, parler à différentes personnes d'âges différents Tout à fait. qui s'identifieront aux différents personnages. Et c'est vraiment un titre vraiment puissant, quoi, que j'aime beaucoup. T'en as un autre potentiellement encore ou pas du tout? Ah bah je peux parler encore de Lovely Friendzone en boucle s'il faut, mais là comme ça, parce que du coup il faut que je reste donc des choses récentes. Des récents, donc après 2015. Je sais pas si c'est dans la catégorie shoujo, First Job New Life. C'est Life. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Ah, je triche un peu. First Job New Life, c'est un manga en 4 tomes. Donc vraiment, on n'est pas sur un récit très très long. On peut vraiment y aller sans trop se poser de questions. Et en fait, on suit une jeune femme qui va dans son first job, donc dans son premier emploi. Et donc, elle va travailler dans une entreprise de pachinko, je crois que c'est ça. De graphisme. Ah oui, de graphisme. Qui fait des affiches et de pachinko. Et donc, en fait, elle va débarquer dans cet univers qu'elle ne connaît pas forcément. Elle va lier des relations avec ses collègues qu'elle découvre au fur et à mesure. Il va y avoir une romance qui va s'installer, mais c'est vraiment un titre hyper sympa qui, pour le coup, parle peut-être à un public un petit peu plus âgé, puisqu'on est vraiment dans le monde du travail. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas encore lu le spin-off qui est New Job. Alors, je sais plus. Non, je confonds tout le temps les titres. Oui, First Job on n'a New pas Life, facilité les choses. C'est ça. New Love, New Life. Ah, voilà. Et, mais vraiment, c'est un titre que j'aime beaucoup et que j'ai vraiment dévoré. Et en plus, en 4 tomes, franchement, ce serait dommage de se priver, quoi. C'est une petite collection, ça fait toujours plaisir, c'est rapide à prendre. Je suis pour le coup, c'est intéressant de lire l'autre titre. Parce que, en fait, sans trop spoiler, il y a des choix diamétralement opposés qui sont faits par les héroïnes. Et donc, c'est très intéressant de voir l'autre pendant. En fait, j'ai lu le tome 1 au moment de sa sortie. Je me suis dit non, je vais attendre que tous les tomes sortent pour pouvoir les lire tous d'un coup. Et je ne l'ai pas fait depuis parce que je suis partie sur d'autres choses. Mais c'est prévu. Parce que j'aime beaucoup ce qu'elle a fait avec First Job New Life. Et toi, Yuki, du coup, quel a été ton titre coup de cœur dans les derniers titres que tu as réussi à proposer chez Kana? Alors déjà de base, tous les titres qu'on propose chez Kana sont des coups de cœur. Évidemment, je le sais bien, mais donc, il y en a un qui a suscité un peu plus ton intérêt forcément et je le sais. Du coup, pour être équitable, je vais citer le dernier, le dernier lancé qui est Qui suis-je pour t'aimer qui est la nouvelle série de l'autrice de Tense qu'on a proposée précédemment. De nouveau, un shoujo avec une thématique un peu dure, un peu traumatisante. Je crois que j'aime bien les shoujo traumatisants en fait. Oui. Ça commence à se voir en tout cas. Oui, mais... voilà, il y a comme une constante là-dedans. Et aussi le deuil de nouveau parce que on se retrouve avec Honatsu qui a perdu le souvenir d'avant ses 11 ans parce qu'il y a eu un événement traumatisant qui est le décès de son père et du coup voilà, elle ne sait pas du tout ce qui s'est passé durant ces 11 années qu'elle a oubliées. Parce que les gens la préservent et n'essaient de pas trop aborder ce sujet-là en sa présence. Mais malgré tout, elle arrive à vivre sa vie de façon épanouie parce qu'elle est entourée d'amis d'enfance qui la chouchoutent, mais vraiment. Sauf qu'à un moment, il y a un nouvel élève qui arrive dans la classe et qui chamboule les choses parce que visiblement, il l'a connue avant. Sa perte de mémoire. Ah oui, ok. Mais elle ne le sait pas au début. Ok, d'accord.
Voilà. Donc évidemment, tout le mystère est autour de cette relation-là, j'imagine. Et aussi, il y a aussi un côté un tout petit peu polar, parce qu'il y a cette histoire de comment ça se fait qu'elle a perdu la mémoire en fait. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du décès du père, et qu'est-ce qui a fait qu'elle a été aussi traumatisée que pour oublier toute sa vie avant. Bien sûr. Et tout ça en 3 tomes. Donc, oui, j'imagine que le rythme doit être assez intense quand même à la lecture, parce que 3 tomes... Mais c'est super bien écrit, donc on rentre dedans, on a envie de savoir effectivement ce mystère, qu'est-ce qui se passe. Et puis il y a un triangle amoureux, comme très souvent dans le shoujo, avec cet ami d'enfance qui la chouchoute, et puis ce nouveau venu qui la chamboule. C'est quoi le vrai amour? Évidemment. Voilà. Donc c'est vraiment très chouette. En vrai, il me tente bien, tu vois. Je l'avais pas vu celui-là, et j'avoue que c'est un truc qui me tente un peu là, du coup. Ouais, surtout en 3 tomes, encore une fois. Ouais. La petite collection. Et pour ceux qui ont déjà lu Tense, ça reste tout aussi subtil, tout aussi délicat comme façon d'amener les choses, de décrire la psychologie des personnages. Donc vraiment, très chouette série, courte. Facile à aborder. J'aime bien ce genre de reco-là, d'avoir justement des petites collections qui, justement, je trouve que c'est ce genre de trucs-là qui vont permettre de rentrer dedans facilement. Vu que c'est court, tu vas pas être justement devant un Sawako qui fait quasiment 30 tomes et tu fais « Attends, donc là, il faut que je prenne 30 tomes pour voir toute l'histoire ». Non, là, tu as 3 volumes, tu peux rentrer dedans. Je trouve que c'est vraiment les bonnes petites recos à avoir. Donc, merci beaucoup. Par contre, celle-là, je la garderai pour après. On va passer donc du coup au tirage au sort pour les 10 Shikishi de @Eli. Vous pouvez, on le répète, parler. Ce sera donc notre très cher Chloé qui va nous le montrer. Incroyable. Il est magnifique en plus. Oui, hein. Il est vraiment super beau. Très joli. Plein de petits Shikishi comme ça. J'avoue que c'est toujours un sacré kiff de voir ce genre de petites pièces juste là. Vous avez juste à parler dans le chat et vous serez tiré au sort, évidemment. 10 Shikishi cette fois-ci. Vous pouvez vous régaler sans aucun souci. Puisque en plus de cela, évidemment, vous le savez, après un giveaway, il y a toujours une petite annonce derrière, puisque nous allons annoncer notre 2e annonce de ce soir. Yuki, je te laisse en parler pour des raisons que je t'ai évoquées tout à l'heure. Je vais le montrer, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce fameux manga? Tout à fait. Alors, c'est Kimi ni wa Todokanai. Et techniquement, ce n'est pas un shoujo. Ok. Puisque c'est un boys love. Ah, la thématique du boys love. C'est le premier chez Oui, Kana tout à fait, c'est le premier chez Kana. Le premier Donc, boys love de chez Kana. Incroyable. Oui, ça y est, on se lance. Mais bon. Oh, c'est joli. Oui, c'est très joli. Oh, Oui. Oh, j'aime beaucoup. Et comme vous le savez peut-être, il y a quelques années, on s'est essayé au Yuri avec Bloom Into You. Bien sûr. Parce qu'on avait été convaincus par l'écriture très juste, très fine, très subtile de la psychologie de personnes homosexuelles qui se posent plein de questions, asexuelles et homosexuelles, qui se posent plein de questions. Et là, on a trouvé que Kimi ni wa Todokanai avait ce même type de finesse psychologique, puisqu'on est avec 2 amis d'enfance, le brun qui est homosexuel et le blond qui est le châtain qui est hétéro. Et donc, le brun a toujours été amoureux de son ami d'enfance, mais il n'a jamais voulu le dire parce qu'il sait très bien que son ami d'enfance, il est hétéro et qu'il ne se passera jamais rien entre eux. Et donc, il ne veut pas briser l'amitié qui est si chère pour eux. Et donc, il veut cacher ses sentiments, sauf qu'ils arrivent à l'adolescence. Et le châtain, il commence à s'intéresser aux filles. Et du coup, ça trouble très fortement le brun qui commence à se demander, est-ce que je vais réussir à garder ce secret pour moi? Est-ce que j'arriverai vraiment à vivre avec mon ami qui commence à avoir une copine, qui peut-être se marie derrière? C'est le volume déjà. Hein. Est-ce que je vais pouvoir gérer ça? Et ça va être dur. Et donc il va lâcher des indices petit à petit qui fait que son ami il commence à se poser des questions en se demandant attends, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il y a anguille sous roche?
Et donc, il va commencer à se poser des questions en se demandant est-ce que s'il s'avère que mon meilleur ami est homo, comment je réagis, qu'est-ce que j'en pense? Et il commence à se poser plein de questions. Et voilà, on voit l'évolution de cette relation qui était à la base une amitié privilégiée, qui, voilà, on se demande si ça va évoluer. Et dans quel sens surtout. Dans quel sens. J'ai entendu Caroline Segarra hurler depuis chez elle, tout va. Ne vous inquiétez pas. Et donc là, par contre, il y a une erreur dans la date parce que c'est pas en janvier. Ah, c'est pas en... Oui, je me devrais dire, les deux sortent le 12 janvier. Non, incroyable. Non. Ça ne sort pas en janvier. Du coup, j'ai perdu le fil. Tu sais quand il sort ou pas du tout? Alors, je l'ai présenté toute l'après-midi et là, j'ai un bug. C'est pas grave, ne t'inquiète pas, tout va bien. C'est au milieu de l'année. Bon, dans tous les cas, il sera trouvable à la Japan Expo. Voilà. Si c'est milieu de l'année, il sera là à la Japan. Ouais. Nathan, si tu as l'info, vas-y, mets-le sur le chat. N'hésite pas, oui, s'il te plaît, n'hésite pas, Nathan. Voilà, il y a mon cerveau qui est trop fatigué, qui ne veut plus fonctionner. Et donc voilà, c'est vraiment un très chouette titre qui en plus, pour une fois dans un boys love, propose le point de vue de l'hétéro de façon très réaliste, très très juste, je pense, je suppose. et donc c'est vraiment très 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 chouette, très doux, très feel good aussi parce que ça va, enfin feel good. Il y a parfois des moments où on se dit on a mal pour les héros. Mais globalement, l'image qui ressort, voilà. C'est un côté plus bienveillant et feel good, quoi. Voilà. En gros. Est-ce que toi tu connaissais un petit peu le titre ou pas du tout? Pas du tout, je l'ai découvert quand on m'a proposé de participer au live. J'étais curieuse et j'étais étonnée du coup de voir le premier Boys Love chez Kana. Donc non, j'étais très curieuse. Consommatrice de Boys Love du coup? Alors, j'en ai lu un peu, j'en lis toujours un peu, mais je suis pas la plus grande lectrice de Boys Love. J'en lis régulièrement, hein, mais c'est vrai que je suis pas... je sais qu'il y a des gens qui lisent pratiquement que ça. Moi, j'alterne en fait, voilà. Mais oui, j'en lis un petit peu. Moi, je suis totalement biaisé parce que j'ai Caroline Segarra dans mon entourage, donc du coup, c'est une catastrophe. J'ai l'impression de voir du Boys Love tous les jours, tout le temps, H24. Mais... tu t'y connais peut-être mieux que moi au final. Non, probablement pas, parce que disons que Caro, des fois, elle a des recommandations qui sont un peu trop épicées pour moi et ça part un peu loin. Ah, pour le coup, mais... si, il est absolument pas épicé. Voilà. Oui, non, mais ça, j'ai cru comprendre. Ouais. Mais j'ai essayé pour faire plaisir à ma très chère Caro, puisque j'ai fait une tier list avec elle. Je peux vous assurer que j'en ai lu. Mais t'as pas accroché. Voilà, j'en ai eu 3-4, ce n'est pas mon kiff, je ne vais pas vous mentir. On va donc du coup pouvoir passer au troisième sujet, l'émancipation du catalogue. On avait parlé un petit peu donc du coup de justement la déconstruction un petit peu, de la codification, de comment vous vouliez voir un petit peu tout cela. Il y avait une question qui avait été posée, puisqu'on avait, doit-on retirer le logo rose Kana? Le chat avait été unanime en disant non, il ne faut pas le retirer. Toi, comment tu le vois, Chloé, ce genre de choses-là? Est-ce que tu trouves que ce serait une bonne chose ou au contraire, ce serait potentiellement quelque chose qui nuirait peut-être au rayonnement qu'a le shoujo aujourd'hui? Alors, je trouve que c'est une question très compliquée parce que en fait, j'aurais du mal à trancher en donnant vraiment une réponse très précise d'un côté ou de l'autre. Pendant longtemps, j'étais d'avis qu'il fallait vraiment lisser toutes les cibles éditoriales et vraiment tout effacer pour mettre tout sur un pied d'égalité. Mais en fait, ces cibles éditoriales, elles existent, elles sont utilisées en France et en fait, c'est un peu difficile de juste dire qu'elles n'existent pas. Dans l'imaginaire du lectorat, elles sont bien présentes et en fait, ce serait un peu trop simple de juste dire bon bah voilà, ça fait des années que vous faites comme ça, bah en fait non, on arrête, ça n'existe plus. Donc moi, je suis plutôt d'avis que plutôt que d'essayer de cacher ou de revenir en arrière sur ces questions-là, je reviens toujours à la même chose, hein, mais juste éduquer le lectorat, éduquer vraiment les lecteurs et les lectrices, se rendre compte qu'en fait, finalement, le shoujo, c'est une cible éditoriale qui a une histoire et qui est intéressante, que c'est pas une honte d'en lire et que finalement, encore une fois, ce pauvre logo de quelques centimètres sur une couverture, ça ne fait de mal à personne, quoi. Et je pense que c'est vraiment la clé pour moi. Et en fait, de toute façon, c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne YouTube. Enfin, je cherche vraiment à répondre à ces questions-là
et à mettre en avant toute la diversité du shoujo qui est vraiment une cible ultra riche et c'est juste, j'ai envie de dire, ceux qui s'arrêtent à ce petit logo rose, bah, ils perdent beaucoup de choses, quoi. Bah, ils perdent une sacrée quantité de titres incroyables, hein, clairement, on est d'accord. Donc j'ai envie de dire tant pis pour eux, quoi. Alors, du coup, moi j'ai une question aussi à travers ce truc-là, mais pour justement émanciper un petit peu tout ça, est-ce que tu as parlé tout à l'heure de drama. On sait que le drama, il y a un problème avec le public occidental, c'est que ça marche pas. On va pas se mentir, c'est un truc qui est très compliqué, le jeu d'acteur japonais n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur le public occidental. Est-ce que donc du coup, il faut passer par la voie traditionnelle, dit l'animé? Parce que mine de rien, il y a eu quand même donc du coup ce fameux retour de l'animé avec Fruit Basket, qui a fait grand bruit et qui a réussi à redonner un souffle à ce genre-là en animé. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait voir un petit peu plus souvent? Comment vous voyez un petit peu ça aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez vraiment voir plus d'animé autour du shoujo? Je pense qu'en fait, c'est une très bonne porte d'entrée, l'animé. Il y a un moment où, moi, je sais que quand j'étais ado, je ne pouvais pas me payer tous les tomes que je voulais en manga papier. J'allais à la bibliothèque, j'en achetais un petit peu. Mais du coup, l'animé, c'était un moyen pour moi de tester, de découvrir différentes choses de chez moi, sans avoir à faire la démarche d'aller en librairie, etc. Et en fait, surtout maintenant avec toutes les plateformes de streaming qui rendent les choses encore plus accessibles qu'avant, je pense que oui, clairement. Mais le problème, c'est que ça se passe au Japon et que je pense que c'est un petit peu... on a des problématiques en France et au Japon qui sont différentes. Bien sûr, ne serait-ce que par notre culture, c'est normal. Mais... C'est ça, mais du coup, bien sûr, moi je voudrais plus d'animés shoujo et surtout des animés shoujo qui vont au bout en fait des histoires. Par exemple, moi je pense à Yona. Voilà, j'ai découvert Yona, j'ai acheté Yona du coup par la suite parce que de toute façon... j'avais pas la fin, quoi. Oui, c'est souvent le cas, effectivement. C'est que quand il se lance dans les animés shoujo, il arrive souvent qu'il s'arrête avant la fin. Parce que, comme la série n'est pas terminée, même Nana... Oui, Nana, c'est autre chose. Mais... mais pour prendre l'exemple de Sawako, ils n'ont jamais fait la fin. Et puis là, tout d'un coup, ils se sont réveillés, ils se sont dit « Oh, 10 ans après, on va... » 10 ans après, vous inquiétez pas, la saison 3 arrive. Et toi, tu fais « C'est-à-dire ?» C'est-à-dire, oui, c'est ça. Mieux tard que jamais, mais... On sait qu'en ce moment, il y a un petit délire quand même au Japon. 25 ans, fan animé, 20 ans, fan animé. Il y a plein de petits délires comme ça. Ou Shirayuki, où ils ont fait le début et puis là aussi la série est en cours, donc voilà, mais il y a encore matière et ils ne le font pas. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça au Japon. On nous dit Blue Spring Ride n'a jamais eu de fin aussi. Exactement. Moi, j'avais vu en animé, il n'y avait jamais eu de fin. Tout à fait, exactement. Donc acheter la suite en manga. C'est vrai. La frustration ultime. Mais en plus, c'est même pas une série longue, donc je sais même pas pourquoi ils n'ont pas... Oui, c'est vrai que c'est un peu incompréhensible. Mais oui. Tu faisais un cours de 24, tu finissais le manga, donc voilà, tout va bien. Mais tout à fait. Des fois, donc voilà, même les Japonais, je sais pas trop j'ai l'impression qu'ils savent pas trop sur quel pied danser non plus. Et mais récemment, on voit des titres shoujo qui sont annoncés en animé, donc on va voir si ça va permettre un regain d'intérêt de la part des studios et des investisseurs aussi, parce que là aussi c'est le problème, c'est toujours le fric en fait, le capitalisme franchement. On vit dans une saucisse. C'est consternant, mais évidemment, s'il n'y a personne qui veut investir dans la création d'une série shoujo, ils ne vont pas la faire. Donc là aussi, il faut croiser les doigts que les quelques titres qui vont être adaptés là prochainement, ça va suffisamment en prendre que pour convaincre les investisseurs de se lancer dans ce créneau. Et effectivement, je pense aussi que c'est un des meilleurs moyens de promouvoir les titres. Que ce soit shoujo, shonen, seinen... ça reste, mine de rien, le premier argument de vente. Quand tu as un manga, quand tu atteins le stade de l'animé, c'est quand même la meilleure mise en avant que tu peux avoir pour ton manga, quoi. Oui, alors malheureusement, en France, on n'a pas ces magazines de manga, parce qu'au Japon, le magazine est aussi quand même un outil sacrément efficace pour la découverte.
Parce que forcément, comme il y a 15-20 séries dans le magazine, même si on achète pour 2-3 séries, on a le magazine en main, donc on finit par lire les autres séries en fait. C'est ce que je faisais avec Menakaeshi et Melebourne, il y avait quelques séries que je suivais, et puis forcément j'ai le magazine chez moi, je l'ai acheté, donc je vais lire toutes les autres séries. Il y a plein de séries que j'ai découvertes comme ça, parce que à la base, je n'avais pas acheté le magazine pour ça, et ça on n'a pas en France, et donc effectivement... quoi de mieux que l'animé, donc il faut croiser les doigts que... Ouais, faut y croire. Non, mais c'est intéressant parce que justement, je trouve qu'on ne se rend pas forcément compte qu'aujourd'hui, il y a moins d'animés shoujo, et du coup, tu te dis forcément, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Mais c'est aussi parce qu'il y a moins de best-sellers shoujo, même au Japon. Sûr. Et donc, ils sont confrontés à la problématique de oui, mais on choisit quel titre à adapter? C'est quoi qui fonctionne? C'est quoi qui se vend? Voilà. Bon, en tout cas, on sait quand même que ce serait bien d'avoir un peu plus d'animé là-dessus et que ça permettrait, on peut espérer un regain un peu plus énervé même du côté du Japon. Enfin, moi, par exemple, quand j'ai vu l'adaptation du Pavillon des Hommes, je me suis dit, ah, trop bien, ils adaptent un truc quand même comme le Pavillon des Hommes. C'était pas non plus la production de l'année, hein, attention, mais c'était quand même pas mauvais du tout. Il y avait vraiment quelque chose de bien foutu là-dedans, donc... je trouve qu'il y a vraiment de quoi espérer du bon pour le futur, en tout cas sur ce sujet-là. Maintenant, on va parler un petit peu donc, de la suite avec le catalogue. Petite question quand même, parce qu'il y a pas mal de sujets sur lesquels on a un petit peu discuté en vif, mais j'aimerais par exemple avoir toi ton point de vue sur la Rose de Versailles, parce qu'après j'aurais une question pour Yuki. Toi, la Rose de Versailles, donc, tu as vu l'animé ou pas? On en parlait tout à l'heure, moi je savais pas que ça passait sur Vidi les Zouzous. Et si, sur Vidi les Zouzous, il y avait les Oscars. Désolée, j'étais Dorémy et la Cité d'Or. C'est très bien, il ne faut pas s'excuser. Ah voilà, non, j'ai pas vu la Rose de Versailles en animé. Mais donc du coup, toi, la Rose de Versailles, tu l'as lu après ou pas? Parce que ça reste quand même un gros pilier de shoujo. Bien plus tard, en fait, récemment, en fait, c'est quelque chose que j'ai lu là en tant qu'adulte. En fait, j'ai pas du tout grandi avec. Donc, je pense pas que j'ai eu, l'impact et l'investissement émotionnel d'une personne qui a grandi avec et voilà. Mais c'est un titre, c'est un pilier en fait du shoujo, quoi. C'est pas possible de ne pas citer ce titre quand on parle de shoujo, en tout cas. Clairement. Et donc, du coup, Yuki, j'ai forcément une question là-dessus. Parce que, la réédition qui est sortie, c'est quelque chose qui a permis de remettre la série sur le devant de la scène, parce que c'était à une époque où, en plus de ça, les omnibus ressortaient un petit peu à foison, il y avait beaucoup de choses qui ressortaient dans cet ordre-là. Mais on sait qu'aujourd'hui, c'est le genre de choses où on a envie d'aller voir une perfecte ou ce genre de choses-là. Est-ce que c'est possible à un moment d'imaginer une réédition potentielle, notamment en le passant du côté de Sensei pour la Rose de Versailles? C'est en étude. C'est en étude. C'est ok. en étude. Donc c'est quelque chose qui est potentiellement dans vos réflexions intéressant, parce que je sais que c'est un titre, mine de rien, que beaucoup de gens attendent, de voir justement quelque chose revenir sur ce stade-là. Je sais que c'est quelque chose qu'on peut espérer en tout cas voir, donc voilà, on espère que les gens qui sont fans de la Rose de Versailles se disent « Ok, c'est en étude ». Parce que ça reste un titre important pour Kana aussi, parce que c'est le deuxième titre qu'on a lancé dans le catalogue Rose, Romance, et qui a tellement marqué toute une génération de fans d'anime et de manga en France que forcément c'est un titre important pour Kana aussi, clairement. et forcément régulièrement on se pose la question de est-ce qu'il faut une réédition et dans quelle collection, mais parce que clairement ça a sa place dans Sensei, ça c'est sûr. Oui, en plus, ça... Je sais pas comment expliquer. En fait, c'est juste que moi je trouve que le trait de la Rose de Versailles est tellement propice à un beau format que... Et en plus, tu as ce côté où c'est à Versailles. Oui. Donc du coup, tu peux déjà imaginer quelque chose d'un peu chargé. En plus, il y a eu les 50 ans là, au Japon. Donc il y a aussi tous ces trucs-là, avec l'exposition qui avait été incroyable, qui avait fait un sacré bruit, mine de rien, là-bas. Bon, tu pouvais acheter un diadème 5 000 €. Mais c'est le Japon. Moi, j'ai dû choisir, tu vois. J'avais pas beaucoup de temps, du coup, c'était soit Togashi, soit la Rose de Versailles. Et je suis allée à Togashi. Ouais, oui, je comprends. Pardon. Écoute, Désolée, Ryoko.
Mais oui, non, c'est en étude, mais on ne sait pas encore exactement sous quelle forme, à quel moment, en combien de tomes, etc. C'est encore au premier stade, donc... Donc c'est vraiment en étude, vous êtes en train d'y réfléchir et de voir comment ça va se passer pour le futur. On réfléchit. Très bien. Merci beaucoup pour cette transparence, Yuki. Alors, donc Big Cana ne veut pas se genrer en proposant davantage de titres au récit adulte en tout genre. Qu'est-ce qu'on peut imaginer du coup pour la suite un petit peu de ce label-là? Est-ce que toi tu as déjà des idées vers quoi tu voudrais te diriger sur des histoires ou autres? Du coup, effectivement, Big Cana Shoujo n'a pas fonctionné. Donc, pendant tout un temps, on a abandonné l'idée de proposer des titres un peu plus matures. Mais comme on a dit tout à l'heure, on a eu l'impression que c'était le moment de se lancer dans des titres plus matures. Et donc, on a lancé Life. Donc, on a l'intention de continuer à nourrir ce label. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans doute plus à un rythme d'un titre par an. Ouais. Après, c'est pas les mêmes formats, pas le même truc d'impression et autres. C'est un autre processus quand même. Oui, mais et c'est surtout parce que en fait, c'est très dur de trouver un titre qui peut parler à un lectorat occidental. Ouais. Parce que les préoccupations de jeunes femmes adultes japonaises sont assez éloignées des préoccupations des jeunes femmes françaises ça, forcément. Ou francophones, belges, québécoises, suisses. On salue la francophonie. Voilà. Et donc, en fait, c'est assez compliqué de trouver des titres qui peuvent entrer dans la collection Life. Oui. Surtout qu'on voudrait aussi que ça reste un label mixte et donc qu'il ne soit pas trop non plus orienté vers un lectorat seulement féminin. Enfin, même si on n'a pas arrêté de dire que même si c'est un shoujo, même si c'est un josei, c'est pas destiné que à un lectorat bien sûr. Féminin. Et donc, voilà, quand on arrive à trouver un titre, qui arrive à rentrer, vous le faites quoi? On le fait, on propose, et on a l'intention de continuer. Très bien. Évidemment, il y avait de l'enthousiasme au début parce qu'on a sorti 5 titres pour l'année de lancement, mais parce que c'était l'année de lancement. Oui, c'était l'année de lancement, bien sûr. L'année de l'installation de cette nouvelle collection et d'un nouveau genre de manga qui était encore que très peu proposé en français. Et donc, voilà, on voulait donner une impulsion de départ. On a bien réussi à la donner, je pense. Mais après, voilà, c'est encore plus niche que des shoujo. Donc, j'entends. Voilà, on continuera à défendre, ça, pas de souci, mais peut-être pas un rythme effréné comme la première année. Toi, Chloé, qu'est-ce que tu aimerais voir arriver chez Cana? Oula. Bah ouais, mais en vrai, c'est aussi l'occasion, tu vois, de parler de titres qui pourraient aussi intéresser potentiellement Cana. Est-ce que toi, tu as des envies, des titres que tu aimerais vraiment voir arriver Alors, quel genre hors réédition, Sarah, ça a été traité. J'ai pas le droit d'utiliser ce joker. Non, parce qu'elle a déjà dit qu'il n'y avait plus les droits. D'accord, bon, comme ça, je sais pas, j'avoue que, c'est une question compliquée, là, comme ça. Peut-être des thématiques ou... Oui, ou même des thématiques, ou même une vision, tu vois, d'autrice ou d'auteur. Moi, c'est pas propre à Cana, mais c'est vraiment, j'ai envie de voir plus de shoujo longs, de shoujo fleuves. Je sais que c'est compliqué à publier, mais j'ai le droit. On a dit mes rêves. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et en fait, c'est juste que je me rends compte que quand on lit du shonen, on a la chance de pouvoir découvrir un univers et se plonger dans tout un monde sur des tomes, et vraiment évoluer avec la lecture du bouquin. Mais en fait, c'est très compliqué d'avoir des séries fleuves en shoujo. Et en fait, en ce moment, je suis en train de lire l'Académie Alice. Oui. Et en fait, je me suis dit, mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas lu un shoujo long où vraiment je m'étais investie à fond dedans, où j'avais vraiment découvert tout un univers sur plusieurs tomes. Et donc ça, c'est vraiment mon rêve. Je sais que c'est un rêve un peu difficile. T'as raison, mais il faut rêver. Voilà, mais bon voilà, on a dit un rêve. Non mais c'est important. Non mais en vrai c'est bien de voir quand même qu'il y a
c'est bête, mais d'avoir en fait une envie aussi de montrer que oui, nous, en tant que consommateurs de shoujo, on peut aussi espérer voir ce genre de manga-là arriver. Enfin, moi, je trouve ça totalement normal. Et en vrai, typiquement, chez moi, j'ai tous les Sawako, par exemple. Hein, tu vois, donc, donc moi, j'adore avoir des shoujo longs comme ça, et j'ai aucun problème là-dessus. Hein. Vraiment, moi, au contraire, je serais très content de voir autre chose que du shonen de façon très longue dans ma bibliothèque, afin d'avoir un petit peu de diversité. Toi, est-ce que tu as un titre que tu aimerais voir parce que toi, tu as un peu plus une vision, on va dire, du Japon. Est-ce que tu as des titres au Japon qui te font très envie sur l'actuel ou pas du tout? Évidemment, dont tu peux parler ou ce genre de choses-là. Hein. Mais là, je te demande de sortir de ton rôle d'éditrice, mais juste toi, de ton côté, est-ce que tu as un petit coup de cœur Alors, qui n'est pas encore pris par la concurrence? Qui n'est pas encore pris par la concurrence, oui. Là, on commence à devoir se cocher plusieurs cases, mais... Parce que du coup, comme la concurrence est devenue de plus en plus rude, même en shoujo, en fait, il y a plein de titres qui sont déjà achetés. Et du coup, en fait, même la majorité des titres qui sont évoqués sur les réseaux sociaux, ils sont déjà achetés. Ouais. Et donc, alors là, c'est une sacrée colle. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Hein. C'était juste pour coller un petit peu avec ce que Chloé vient de nous dire. Qu'est-ce que je lis et que... Attends, hein. J'essaie de faire le tri dans ma bibliothèque de eBook Japan. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui n'est pas encore pris et qui me botte la mort? Je suis sûr que tu vas en trouver un. Bon, écoute, le temps que tu trouves, on va partir sur les goodies de Shirayuki et de Bloom Into You. N'hésitez pas dans le chat. Je sais que c'est un petit peu compliqué dans le chat, mais n'hésitez pas à participer. Vous avez toujours des petits goodies à gagner, notamment du côté de Shirayuki et Bloom Into You. On rappelle, hein, vous avez juste à parler dans le chat. Alors, vous n'êtes pas obligé d'écrire goodies en majuscule, ne vous inquiétez pas. Ne détruisez pas le chat. Mais vous pouvez déjà récupérer tous les petits goodies que Yuki vous montre à l'écran. On voit pas très bien à l'écran. C'est des marque-pages magnétiques. Ça, c'est super cool, ça, par contre. Ouais. Les petits marque-pages comme ça, ils sont tous mimes. Et des sous-bocs. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, on passe à la suite, hein, Yuki. Ne t'inquiète pas. Hein. Attends, je tombe plus sur le titre. Non. Attends, je peux regarder sur Oui, tu peux, ne t'inquiète pas, Vous pouvez continuer à parler. J'adore. Bon, alors évidemment, hein, on rappelle, hein, donc du coup, forcément, pour revenir un petit peu sur tes recommandations, réussir à éduquer le lectorat, justement à travers de la vulgarisation, comme ce que tu fais avec ta chaîne YouTube, mine de rien. C'est ce que j'essaye de faire. Bien sûr. Moi, je te jure que ça va, t'arrives à le faire. Au vu du nombre de personnes qui sont là ce soir pour toi, je crois que tu y arrives à le faire. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Merci de le faire parce que nous, on est un peu limité dans ce qu'on peut... Dans ce que vous pouvez proposer et faire. Voilà, et les lives aussi, c'est pas notre métier, donc... c'est pour ça qu'on en fait un ce soir, d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc, vraiment, merci de faire ce genre de choses. C'est vraiment très, très positif pour nous. Alors oui, Chloé a une chaîne YouTube, on rappelle, c'est Complément Shoujo. Vous pouvez aller voir. Si vous êtes un petit peu curieux de tout ce qui est culture shoujo, n'hésitez pas à passer sur sa chaîne. C'est là où vous aurez un petit peu... justement, cette éducation pour s'ouvrir à ce type de manga. Yuki, est-ce que tu l'as ou... Ça s'affiche pas. je crois que le destin ne veut juste pas. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Allez, mais c'est un titre que j'aime beaucoup. En fait, moi j'aime bien les titres avec un peu d'intrigue, intrigue de cours. Des histoires un peu géopolitiques, avec des histoires histoires de royaumes et d'alliances et de trahison et de voilà. Enfin, je suis une grande fan de Game of Thrones, le livre. Oui, ok. J'aime beaucoup la précision.
Je lis avidement, moi quand je me réincarne en slime, où je suis une grande fan d'Altaïr par exemple. Okay. Donc voilà, ce genre de titre, ça me botte la mort. Et là, il y a un shoujo de chez Akita Shoten que j'arrive pas à retrouver le titre et ça m'embête parce que je me jette sur le nouveau tome à chaque fois qui sort. Et qui est justement une histoire de nouveau, une princesse dont le royaume a été annihilé par un pays voisin. Ouais. Tout le monde la croit morte, mais en fait elle a survécu. Et elle va réussir à faire la vengeance du siècle. Et non, mais elle a obligé elle a grandi en se faisant passer pour un garçon. Ok, intéressant. Mais arrivée à l'adolescence, en fait, il se passe un truc qui fait qu'elle peut peut-être revendiquer son droit, sa couronne et récupérer son pays. Et en fait, il se fait que pendant qu'elle se faisait passer pour un garçon, elle est devenue amie avec le prince du royaume qui a assiégé, qui a attaqué le pays voilà. Et qui l'a conquis. Sans savoir que c'était le prince. Ça me rappelle une histoire. Voilà, et donc c'est vraiment une très chouette série. Et moi, j'adorerais pouvoir proposer ce genre de série. Ce genre de série chez Kana. Alors, on nous dit Ueno Kemono. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ueno Kemono. Oui, ça j'adore aussi. Ah. Donc ce n'est pas ça. Je l'ai vu 2-3 fois dans le chat, donc je me suis dit, vas-y, on tente. S'il ressort plusieurs fois, c'est peut-être le moment. Et de nouveau, ouais, c'est un peu ce genre de titre où il y a des intrigues de cours et ce personnage principal qui doit se faire passer pour un garçon pour essayer de venger son frère. Ouais, c'est typiquement ce genre de série que j'adore et que j'aimerais bien un jour pouvoir proposer chez Kana, qui sont souvent longs et aussi, c'est d'ailleurs. J'attends. À un moment, peut-être que les astres s'aligneront définitivement et on y croira jusqu'au bout. Ouais. Écoute, justement, en parlant de la suite, eh bien, il y avait une dernière petite annonce, puisque nous allons dévoiler un bingo avec certains teasers pour les séries à venir du côté de chez Kana en 2025. Donc, à travers ce que vous voyez à l'écran, il y a des séries qui arrivent bel et bien chez Kana. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu, Yuki, de tout ça? Alors, attention, sans... D'ailleurs, dans ce bingo, Colette, j'adore. Ah. Mais c'est pas celui-là qu'on a signé. Il y en a déjà un, c'est une croix. Mais effectivement, dans ce tableau, il y en a 2 qu'on a signés. Très bien. Il y en a un que je veux. C'est lequel? Nami Dame, tout ça. Intéressant. Pourquoi celui-là spécifiquement? Parce que j'ai lu son autre série en 4 tomes, c'est Les Fleurs du Passé, si je ne dis pas de bêtises. Oui. J'ai eu du mal à me les procurer d'ailleurs, parce que c'est plus édité. Et c'est très bien, c'est vraiment très très bien. Et du coup, j'ai forcément envie de découvrir son travail. Très bien. Et je vois beaucoup de titres dont j'entends souvent parler. Je vois notamment Bread and Butter, moi, qui a été un truc que j'ai beaucoup entendu, et Crazy for You aussi. Moi, je pensais à Studio Cabana, que j'entends souvent. Oui, c'est vrai que Studio Cabana, et même ce soir, il est revenu très fort d'ailleurs dans le chat. Donc voilà, en tout cas, ça, c'est le futur de Kana en 2025. Il y a 2 titres à l'intérieur qui seront édités en 2025. Et plusieurs titres sur lesquels on s'est penché, mais qui ont été pris par d'autres. Donc là, toutes les séries qu'on a sous les yeux, ce sont des séries que vous avez étudiées, que vous avez essayé d'avoir quasiment. Quasi. Il y a peut-être un titre là-dedans qu'on n'a pas essayé d'avoir, mais sinon tout le reste, on les a au moins étudiés. Et puis voilà, il y en a plusieurs là-dedans que je peux vous dire, ça va sortir en français, mais pas chez nous. Oups. Oui, alors évidemment, ça fait mal. Mais... Vous le savez qu'on ne peut pas vous le dire. Hein. C'est chez qui c'est, on ne sait pas. c'est le live de Kana. Donc voilà. Jusque-là, on ne peut pas dire chez qui c'est. Donc voilà. Mais il y en a 2 là-dedans où je peux vous assurer, ils sont déjà signés. Très bien, très bien. Eh bien écoutez, comme quoi, tout vient à point qui sait attendre, messieurs, dames. C'est beau. Sur ce, je voudrais vous remercier évidemment pour votre présence à toutes les 2.
C'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup Chloé. C'est un plaisir d'être ici. Éclairé de ton savoir. Et merci également Yuki d'être venu et de nous avoir parlé sans filtre, comme tu l'as fait notamment concernant la Rose de Versailles. J'ai le titre. Mon cœur est... Ah, j'ai le titre. C'est Buokoko no Margarito. J'adore les noms en français comme ça dans les titres japonais. C'est toujours un petit plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment à suivre Complément Shoujo sur YouTube pour un peu plus d'informations sur le shoujo. N'hésitez pas évidemment à découvrir toujours les différents fonds de catalogue de chez Kana concernant tout le shoujo. On pense évidemment au Pavillon des Hommes qui moi a été mon coup de cœur évidemment. Je le remets encore en avant, je suis désolé, je sais que je vous ai saoulé avec ça ce soir. Mais en tout cas, série, donc c'est bien. En tout cas, je suis très content d'avoir parlé de ça avec vous. J'espère que voilà, c'était au goût de tout le monde. C'est pas non plus un live facile, évidemment, vous le savez. Mais c'était toujours intéressant d'avoir un petit peu tout cela et même avoir vos retours. J'embrasse évidemment très fort la régie. J'embrasse Nathan qui est toujours chez lui. Merci beaucoup tout le monde. On se retrouve très vite pour le dernier live Kana de l'année. Et puis voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Des bisous. Très bonne soirée et continuez de lire du shoujo évidemment. Ciao.